Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette sixième formation organisée en intelligence artificielle par 3R, les réseaux radiologiques romans. Je suis Federica Zanca, chef R&D chez Groupe 3R et j'ai le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui et de modérer les cours sur les biais et les facteurs confondants présentés par Messier Pascal Zil. Suite au succès des cycles de formation, on va continuer aussi en 2022. On a déjà un programme provisoire, comme vous pouvez voir dans cette diapo, qui va couvrir le plus grand nombre d'aspects en intelligence artificielle en santé. Évidemment, on a plaisir d'avoir aussi votre suggestion des thèmes et des idées qui sont les bienvenus et vous avez la possibilité à remplir dans l'évaluation reçue par email après les cours. Avant de commencer cette formation, je partage avec vous des informations pratiques sur le déroulement. On va avoir en séance des questions-réponses après la présentation de M. Zil et les questions sont à poser par écrit sur le chat de Zoom. Tous les participants vont recevoir un email avec un questionnaire d'évaluation après la formation. Et quand vous aurez rempli le questionnaire d'évaluation, vous aurez automatiquement un certificat de participation qui sera aussi envoyé à votre email. À noter que 10 crédits de formation sont obtenus à l'issue de ces courses, notamment un point pour la Société suisse de radiologie et un point pour l'Association suisse des techniciens en radiologie médicale. Donc, sans attendre, je vais laisser la parole à l'ingénieur Pascal Zil, qui est data scientist chez Incepto Medical depuis 3 ans. Pascal a une expérience de recherche académique en Chine et aux États-Unis. Il a aussi une formation d'ingénieur docteur en traitement des images. Et donc, Pascal, à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Pascal Zil, je suis data scientist au sein d'Incepto Medical depuis à peu près 3 ans maintenant. Je tiens aussi à remercier bien sûr le groupe 3R pour l'invitation et me permettre d'être le 6e intervenant dans cette série de cours sur l'IA et ses applications. Donc aujourd'hui, mon sujet, ça va être de discuter du biais qui est très souvent présent lorsqu'on développe ou qu'on utilise des algos d'IA. C'est un sujet assez vaste avec des définitions multiples. Je vais essayer de vous donner finalement les connaissances de base ou les outils de base pour l'appréhender, le reconnaître. Et je vais essayer aussi de produire pas mal d'exemples illustratifs, à la fois en médecine, mais aussi dans d'autres champs d'application. Donc le plan de cette présentation sera le suivant. N'étant pas sûr que tous les membres de l'audience aient suivi les cours précédents, je vais quand même prendre quelques slides pour réintroduire brièvement l'IA et les modèles de deep learning et leurs applications multiples. Ensuite, on va vraiment rentrer finalement dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le biais en IA. Comme vous le verrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de biais, plusieurs causes, plusieurs même définitions. Et j'ai essayé de regrouper ça en 3 catégories qui me paraissent être les plus pertinentes et prévalentes. Tout d'abord le biais de modèle, ensuite le biais d'échantillonnage et enfin le biais de domaine dont je donnerai les détails plus tard sur tous ces différents types de biais. Puisque je vais quand même passer beaucoup de temps à finalement exposer le biais des modèles d'IA, je vais essayer en fin de présentation de contrebalancer un peu tout ça en présentant des travaux assez récents qui m'ont beaucoup intéressé et qui essayent de mesurer un peu le biais, mais cette fois-ci humain, lors de l'utilisation d'outils basés sur l'IA dans un contexte radiologique. Et puis enfin, on conclura avec quelques messages importants. Donc, comme les intervenants précédents ont dû le préciser, l'intelligence artificielle, c'est un domaine assez vaste.
dont le machine learning et le deep learning sont en fait des sous-familles. Ce qui caractérise ces sous-familles, finalement, c'est de ne plus avoir besoin de règles prédéfinies en amont par un expert du domaine ou un designer, mais on se base maintenant plutôt sur des données. Et donc, en pratique, ces données viennent avec des informations supplémentaires, hein, qui sont donc soit des annotations ou des labels correspondant à des pathologies, soit des masques de segmentation quand il s'agit de faire de la localisation, la détection. Et le but, ça va vraiment être d'avoir un algorithme qui apprend lui-même les règles de décision à partir d'un critère d'optimalité à définir. Donc finalement, ce sont des méthodes qui se sont propagées dans beaucoup de domaines, surtout depuis peut-être 10-15 ans. Donc à la fois pour des problèmes de classification ou de prise de décision, de détection d'objets, de localisation, de segmentation de tumeurs. Voilà. C'est aussi des algorithmes qui permettent de réaliser des tâches en temps réel, comme les jeux, les voitures qui se conduisent toutes seules, hein, qu'on voit ici. Tout ça, ce sont des technologies qui sont basées sur des algorithmes finalement de deep learning. Et enfin, on peut aussi travailler sur des données textuelles ou de paroles. Donc ça montre que c'est quand même très vaste et assez versatile, hein, tout ce qu'on peut faire avec ces outils. Donc les gens dans l'audience forcément sont très très bien placés pour savoir que l'IA s'est particulièrement développée ces dernières années dans le domaine de la radiologie. C'est pas vraiment étonnant au final, hein, c'est quand même un domaine assez gourmand en images, en données, surtout en données d'imagerie. Il y a beaucoup d'applications maintenant qui se développent et qui sont de plus en plus performantes dans les champs très divers, comme en ostéo-articulaire, pour le rachis, le genou, en mammographie, en fracture. Il y a des algos, excusez-moi. En neuro, il y a des outils qui permettent d'extraire automatiquement les diamètres de l'aorte à partir de scans abdominaux. Bref, c'est très, très vaste. Euh, donc, en parallèle de ce développement très rapide, finalement, et de cette présence accrue dans des domaines très, très variés, sont apparus des questionnements ou des problématiques, notamment sociétales en fait, en particulier, sur le caractère potentiellement discriminatoire ou biaisé de ces produits d'IA. Donc ce caractère discriminatoire peut se baser sur des critères très basiques, enfin très basiques, ouais, de sexe, d'ethnicité ou de milieu socio-économique. Et c'est une tendance qui est ressortie très, très vite, comme j'ai dit, dans les problèmes sociétaux, mais qui commence aussi à apparaître, ou en tout cas qui est discuté maintenant de plus en plus dans le milieu médical, puisqu'on voit finalement une augmentation assez nette, hein, depuis quelques années du nombre de publications en rapport avec le sujet. C'est-à-dire quels sont les biais des algos d'IA dans le milieu médical et qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter ou au moins les mitiger. Donc, pour illustrer de manière un peu plus précise les conséquences que peut avoir le biais de ces modèles d'IA, notamment dans les problématiques sociétales, il y a cette affaire qui a un peu, alors c'est pas l'affaire qui a lancé le truc, mais ça a quand même fait grand bruit il y a quelques années aux États-Unis. Euh, c'est en rapport avec un produit qui est développé par une société qui s'appelle Northpoint. Donc c'est un outil basé sur l'IA et qui est utilisé beaucoup dans le système judiciaire américain, dont le but est, à partir d'informations que l'on peut extraire des casiers judiciaires de personnes ou de questionnaires en fait assez simples. Le but est de prédire la probabilité de récidive de ces personnes à horizon 2 ans. Donc c'est notamment utilisé en pratique pour fixer le montant des cautions et ce genre de choses. Donc les résultats de cet outil sont en tout cas accessibles en moins en partie au public et finalement il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'y intéresser puisque c'est quand même un outil un peu, ça fait un peu Minority Report quand même. Et en s'y intéressant, ils ont observé des choses un peu bizarres, des tendances que l'algo finalement avait à prédire. Donc l'algo produit un score de risque, hein, pour des données en entrée. Et donc l'algo avec tendance à prédire comme risque faible des profils qui correspondaient souvent à des hommes d'âge assez avancé, caucasiens. Donc des prédictions de risque faible, mais qui correspondaient à des gens qui finalement récidivaient avec des peines assez lourdes ensuite.
Et donc c'était possible de voir en fait qui récidivait, puisque c'était des données rétrospectives. Donc en fait on sait qui récidive ou non dans les 2 années qui suivent. Et donc à l'inverse, l'algo semblait aussi avoir un autre biais et produisait plutôt des prédictions de risque assez élevées pour des groupes de population assez identifiés. Et souvent c'était des jeunes de la communauté noire américaine. Euh, donc finalement, les gens ont commencé à enquêter, à mesurer un peu avec des métriques qu'un de vos collègues a dû vous introduire dans le 2e ou le 3e cours, si je dis pas de bêtises. Et donc sur un jeu de données disponible au public qui correspondait grosso modo à ce que le logiciel utilisait, euh, encore une fois en rétrospectif, hein, donc ils ont observé, finalement les gens qui ont enquêté sur ce logiciel ont observé des taux de faux positifs assez élevés pour certaines catégories. Donc c'est indiqué dans le graphique de droite. Si on regarde le premier groupe de barres horizontales, par exemple là, ça correspond à les catégories d'âge. Et finalement, on voit que pour les jeunes de moins de 25 ans, le taux de faux positifs, par exemple, était à 54%, ce qui est quand même hyper fort. Si on regarde finalement le groupe de barres en bas qui correspond à un critère finalement d'ethnicité, on voit aussi que les jeunes, enfin pas les jeunes, mais cette fois-ci les gens en général, de la communauté noire américaine ont observé des taux de faux positifs de 45% pour cette communauté, ce qui est aussi... Et donc on peut très bien voir comment ces outils basés sur l'IA, s'ils ne sont pas bien calibrés et bien testés, peuvent avoir des conséquences finalement super néfastes sur la vie des gens. Donc, comme j'ai dit précédemment, j'ai essayé finalement de regrouper les différents types de biais en IA en 3 catégories, donc les voici. Ce sont pas des catégories disjointes, finalement, elles overlappent même assez souvent. Euh, Elles interagissent aussi entre elles de manière parfois assez complexe, hein, comme on le verra plus tard dans notre présentation. En tout cas, on va commencer par une partie un peu technique, quantitative. Donc, je vais essayer de ne pas vous enterrer sous des équations complexes, mais on va plutôt parler du biais d'un point de vue data science, euh, où finalement on peut définir de manière très grossière hein, le biais comme une erreur systématique d'output du modèle, quoi. On verra comment ça peut être lié à la complexité ou à la simplicité du modèle choisi, et comment ça se manifeste, et comment j'essaie de le contrôler, par exemple, moi en tant que data scientist sur les projets sur lesquels je travaille. Le deuxième type de biais, finalement, est un peu plus parlant, je pense, pour les gens de l'audience. C'est le biais d'échantillonnage de la population d'études. Donc finalement, pour tous les gens qui ont dû réaliser des études cliniques, vous avez sûrement été confronté à ce genre de problématique de représentativité de l'échantillon, des problèmes que ça peut poser si on ne respecte pas certaines règles assez basiques lors de l'élaboration de la population d'analyse. Et finalement, on parlera d'un biais dit de domaine, alors que j'appelle comme ça hein, de manière un peu unilatérale. Euh, c'est celui, en ce qui me concerne, qui est le plus intéressant ou ouais, le plus intéressant, parce qu'il mélange un peu à la fois les 2 catégories précédentes, mais il demande aussi une assez bonne connaissance du domaine d'application pour lequel on essaie de développer notre outil. Il est aussi à la fois assez difficile à voir en amont et du coup on l'observe en général un peu a posteriori une fois qu'un produit préliminaire a été développé et donc c'est quelque chose d'assez intéressant scientifiquement je trouve. Voilà, donc je vais maintenant profiter de cette slide juste pour donner un peu de contexte critique sur le biais au sein de la communauté, qu'elle soit scientifique, enfin, communauté scientifique, qu'elle soit académique ou industrielle. En premier, finalement, une assez mauvaise nouvelle en apparence, c'est que la plupart des datasets utilisés hein, pour élaborer ces outils d'IA sont biaisés. C'est en effet très très dur d'obtenir des gros volumes de données non biaisés, que ce soit pour des raisons économiques, géographiques, sociales. C'est en général assez complexe à réaliser, hein. En tout cas plus que ce qu'on imagine souvent. Un deuxième point important, c'est que même quand donc, des données ont été collectées, sont rendues publiques pour le reste de la communauté, finalement, si on regarde vraiment les détails, c'est assez dur hein, d'avoir des informations très précises
sur la manière dont ces données ont été collectées. Donc on a souvent âge, poids, sexe, ce genre de facteurs. Mais si on veut aller un peu plus loin, c'est très dur, ou en tout cas dans les jeux de données qui sont disponibles dans la littérature, c'est vraiment pas si évident. Ça peut poser des problèmes ensuite en aval, quoi. Un autre problème, c'est que finalement, le biais, ben, c'est sympa, mais c'est souvent laissé de côté en début d'analyse. C'est-à-dire que la première question qu'on va se poser souvent, elle est toute bête, hein, finalement, c'est est-ce que je peux résoudre mon problème, le problème qui m'intéresse, en utilisant un modèle d'IA. Ensuite, dans le meilleur des cas, donc assez basique hein, finalement, mais du coup on laisse un peu de côté d'autres contraintes, notamment le biais. Dans le meilleur des cas, si on a un modèle qui marche, on a vite tendance finalement à se concentrer sur le développement d'un modèle complexe, avec des super performances qu'on peut présenter à la communauté. Et donc ensuite, une analyse fine des biais éventuels de ce modèle est souvent passée un peu sous silence. Enfin, il y a sûrement, c'est encore un manque, je pense, dont on souffre tous. Il y a sûrement un besoin accru de formation, surtout pour les ingénieurs, en ce qui concerne le biais des modèles d'IA. C'est sûrement un peu survolé pour l'instant dans les cursus, de manière assez globale. Et du coup, c'est tout à fait louable de la part du groupe 3R de proposer ce genre de sessions de formation et d'échange sur ce genre de sujet. Donc en partant de ce constat, et comme je l'ai dit précédemment, finalement il y a eu beaucoup de travaux assez récents dans les littératures qui décrivent un peu le biais, notamment pour les algos d'IA dans le domaine médical. Il y a ce papier de 2021 dont je mets les références, je mettrai toujours les références ici en bas de la page, qui je trouve assez bien écrit, assez concis et d'assez haut niveau. Je recommande sa lecture hein, pour les gens intéressés. Ce qui m'intéresse notamment dans ce papier, c'est le schéma qui identifie bien, je trouve, les différentes étapes qui interviennent dans le développement d'un outil d'IA. Donc on retrouve très en amont la collection de données et leur préparation. Ces données sont ensuite utilisées dans une étape de développement de modèle. Une fois que le modèle jugé satisfaisant a été trouvé, on veut bien sûr l'évaluer, hein. C'est souvent une étape préalable clé avant les marquages réglementaires, hein, que sont les marquages CE ou FDA, ce genre de choses. Et finalement, une fois ce marquage obtenu, on passe à la phase de déploiement de ce modèle. Et ça permettra de le mettre vraiment dans les mains des médecins ou des utilisateurs en général, et d'obtenir des feedbacks concrets et de tester notamment sa robustesse et ses biais éventuels. Donc j'ai essayé finalement d'indiquer dans ce schéma à quel moment interviennent les trois types de biais dont je vais parler plus tard dans ma présentation. Donc sans surprise, le biais d'échantillonnage arrive au moment de la collecte des données hein, et de la préparation. On a ensuite le biais de modèle qui, sans surprise, là aussi, arrive au développement du modèle et de son évaluation souvent. Et enfin, le biais de domaine, comme je l'ai dit précédemment, il peut intervenir un peu partout. Mais il est souvent observé un peu en fin de chaîne. Donc souvent après le déploiement du produit, on le retrouve à partir de feedback d'utilisateurs. Donc une fois que le produit est dans les mains des utilisateurs, c'est souvent à partir des feedbacks qu'on obtient, qu'on identifie ce biais. Voilà, alors du coup, après toutes ces généralités, ce contexte, en indiquant que le biais, finalement, il est présent potentiellement un peu partout dans la chaîne de développement. On va rentrer un peu plus dans les détails et on va analyser notre premier coupable ou notre première catégorie qui est le biais de modèle. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la littérature en rapport avec le biais dans le machine learning, vous avez déjà dû voir apparaître l'expression de compromis à réaliser entre le biais et la variance. Donc le biais et la variance, ce sont deux notions qui sont un peu les deux faces d'une même pièce en machine learning. Du coup, je vais essayer de les présenter un peu conjointement dans ces slides, en commençant par le biais. Donc le biais, finalement, sa définition se rapproche assez bien de la définition qu'on a dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'on observe finalement une erreur systématique des prédictions d'output de l'algorithme. Donc on peut se représenter ça schématiquement avec des petites cibles là que je montre sur la droite. Finalement, un tireur avec un biais faible, qui correspond aux cibles en haut, euh, un tireur avec biais faible tirera finalement ses coups de manière assez centrée autour du
du centre de la cible. Alors qu'un tireur qui présentera un biais élevé, comme on le voit en bas ici, tirera ses coups avec un décalage vraiment systématique, hein, c'est ça qui est important par rapport au centre de la cible. Donc c'est pareil pour les modèles de prédiction basés sur l'IA. La variance, quant à elle, est plus liée à une notion de stabilité ou de généralisabilité des prédictions du modèle. Donc finalement, on parle de variance élevée quand une petite modification des données d'entrée entraîne une grosse modification de la sortie de l'algorithme. Donc par exemple, si on peut faire un peu un exercice de gymnastique mentale, hein, où on imagine qu'on a deux patients avec des profils extrêmement proches pour un diagnostic donné. Et finalement, on peut s'imaginer qu'un modèle avec une variance élevée produira deux diagnostics très différents malgré la très forte proximité de ces deux patients. Ce qui est peut-être en général pas trop désirable. Donc ces deux notions de biais de variance finalement sont elles-mêmes liées à des notions comme la complexité du modèle utilisé. Et comme je l'ai dit pour la variance, c'est aussi lié à la généralisabilité des prédictions de notre algorithme. Donc je vais essayer d'illustrer ça dans les deux prochaines slides. Voilà. Alors, donc, j'ai parlé de complexité du modèle. Donc dans le domaine du machine learning, finalement, la complexité, ça se traduit souvent par le nombre de paramètres qui composent ce modèle. En deep learning, on parlera aussi de poids ou de nombre de poids qui constituent le modèle. Cette notion de complexité, comme je l'ai dit précédemment, elle est en lien avec le biais de manière assez directe. Donc si on prend des modèles assez simples, comme une régression linéaire par exemple, ce sont souvent des modèles qui ont un biais assez élevé, c'est-à-dire qu'on va faire une certaine erreur d'estimation quasi systématique en voulant estimer un phénomène donné. Mais qui ont par contre des variances assez faibles. C'est-à-dire que pour un nouvel échantillon de données qui vient grosso modo de la même distribution, le modèle aura un comportement assez similaire, en tout cas on l'espère. Donc il fera beaucoup d'erreurs, le modèle sera un peu nul, mais il se comportera globalement de la même manière. À l'inverse, un modèle de régression, par exemple, plus lourd et non linéaire, avec un grand nombre de paramètres à fixer, aura lui souvent un biais assez faible, donc le fit sera en général assez bon, on collera aux données, mais on va payer ça par une variance élevée si on ne fait pas attention, c'est-à-dire une mauvaise généralisabilité du modèle. Donc c'est ce que j'essaye d'illustrer un peu ici dans les trois schémas en bas de ce slide. À gauche, finalement, on a la modélisation d'un nuage de points par un modèle linéaire. Donc on voit bien qu'il va faire un assez mauvais job pour modéliser ce qui se passe dans nos données. Le biais est assez élevé, on fit pas très bien, on peut dire que le modèle est nul. Si on regarde le cas tout à droite, par contre, on a déployé un modèle beaucoup plus complexe, donc c'est très bien, il passe par tous les points de notre nuage. Par contre, on se rend compte très vite que c'est pas un modèle satisfaisant. La ligne de régression est un peu pathologique. Donc, comme j'en parlais dans la slide suivante, finalement, on peut s'attendre à ce que ce modèle très complexe se généralise très mal à de nouvelles données. Au milieu, en revanche, on voit une sorte finalement de compromis entre ces deux extrêmes qui a l'air d'avoir un biais acceptable. On représente bien nos données au premier coup d'œil. On semble en tout cas que c'est un meilleur compromis et ce modèle risque souvent est susceptible de mieux se généraliser à un autre échantillon de données, par exemple. Alors maintenant, on va plutôt essayer d'illustrer l'effet de la variance, qui est l'autre côté de cette pièce, hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc finalement, la variance d'un modèle, dans le cas où on s'imagine, on a une population ici faite de deux sous-groupes de cercles rouges et de cercles bleus, et on aimerait bien les différencier, c'est-à-dire trouver une frontière de décision qui nous permet de classifier nos petits cercles comme appartenant soit à une famille ou à l'autre. Donc on peut utiliser une frontière de décision assez simple, une décision linéaire qu'on voit sur la gauche, et pour laquelle on voit que les résultats ne sont pas vraiment satisfaisants. On retrouve un peu le même problème, le même comportement que ce qu'on avait pour le problème de régression de la slide précédente. Tout à droite, on montre le penchant un peu non linéaire et complexe avec une frontière qui nécessite sûrement beaucoup
de paramètres. Alors c'est très bien, on arrive vraiment à choper tous nos petits cercles bleus et à bien différencier tous les bleus de tous les rouges. Euh, Par contre, ça va vite poser beaucoup de problèmes puisque dès qu'on va changer un peu de population, comme on va le voir dans la slide suivante, on va pas retrouver exactement le même critère de qualité. Donc un aspect très important, hein, de ces modèles de deep learning, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est finalement à quel point ils arrivent à se généraliser. Et donc finalement là, si on prend des populations qui viennent de la même distribution que la slide précédente, mais qui sont un tout petit peu différentes, on peut étudier un peu ce qui se passe pour nos différents modèles. Donc on voit bien que notre frontière à droite, donc celle avec une grosse variance, c'est un biais très faible de la slide précédente, et qui avait des formes un peu bizarres, ben, finalement elle se généralise assez mal à un nouveau échantillonnage des données. Donc on voit bien qu'on a des branches un peu pathologiques là, qui semblent apparaître et qui correspondent plus à grand chose maintenant avec ce nouvel échantillon de données. Donc c'est un peu ça finalement l'effet et l'illustration de la variance pour un modèle de deep learning, c'est-à-dire que c'est une très mauvaise, ça correspond finalement à une très mauvaise en général généralisation du modèle. Alors que finalement on voit que notre frontière, notre modèle de frontière un peu compromis, c'est-à-dire pas vraiment linéaire, non linéaire, quadratique, mais relativement simple, a l'air de réaliser encore une fois le meilleur compromis. Donc il y a toujours un peu cette histoire de compromis entre les deux biais et variances à trouver pour avoir un modèle qui représente bien nos données et qui se généralise bien. Alors, si on essaie de récapituler un peu les dernières slides, finalement, le modèle idéal, il présente à la fois un faible biais et une faible variance. Donc, idéalement, on aimerait un modèle qui tire un peu toujours comme sur cette cible en haut à gauche, hein, de manière très centrée et assez peu dispersée. Seulement en pratique, ben, on verra que c'est pas possible. Il faut toujours faire un peu des compromis. Donc, il y a des représentations un peu théoriques des profils d'erreur de ces modèles en fonction de leur complexité qu'on voit sur cette droite. Donc en ordonnée, on a l'erreur théorique. En abscisse, on a la complexité du modèle qui augmente en allant vers la droite. Et on représente aussi en rouge et en bleu les profils typiques. Alors le biais en rouge et la variance en bleu. Donc en tout cas les profils typiques en fonction de la complexité du modèle. Du coup, on retrouve un peu ce dont je parlais hein, dans la slide dernière, c'est-à-dire qu'on a un modèle dont la complexité augmente, on voit que le biais se réduit, mais on augmente la variance, alors qu'un modèle très simple aura un biais élevé et une variance très faible. Donc en pratique, on va essayer de trouver le point optimal, montré un peu au milieu de cette courbe-là. Alors, très bien. Du coup, j'ai donné un peu de contexte sur ce que c'est le biais en machine learning, la variance, mais le compromis à réaliser. Maintenant, la question naturelle, finalement, c'est en tant que data scientist, qu'est-ce qu'on fait pour détecter ou mesurer la présence de biais, de variance et comment les contrôler? Et une approche quasi universelle et assez simple en final consiste finalement à splitter notre dataset initial en deux voire trois sous-datasets. Donc le premier dataset qui représente qu'on appelle le set d'entraînement et qui représente à peu près 70% de données initiales hein, comme guideline, sera utilisé pour entraîner notre modèle, donc pour corriger un peu les poids qui le composent pour faire de bonnes prédictions. Le deuxième sous-set, appelé le set de validation, lui sera utilisé pendant le processus d'entraînement pour valider les résultats de ce processus, enfin au long du processus d'entraînement, pas valider les perfs du modèle. Et enfin, la dernière partie, qui est souvent utilisée, appelée le set d'évaluation, celle-là, je la laisse de côté pendant l'entraînement, j'y touche pas, et c'est vraiment pour vérifier in fine les performances du modèle. Donc une fois ce découpage réalisé, un outil assez simple encore, mais assez puissant pour contrôler la variance et les biais du modèle, c'est de regarder les courbes au cours de l'entraînement de ce critère dont j'ai parlé et qu'on essaye d'optimiser pour assurer que notre algo produit des bonnes décisions. Et donc je vais montrer un peu dans la prochaine slide des profils de courbes typiques. Donc ici, finalement, on récapitule un peu les profils typiques de comparaison de ces courbes dont je parlais qui nous permettent de détecter la présence éventuelle de biais durant l'entraînement. Donc
là, je montre au cours de l'entraînement les valeurs prises par ce critère de fit, à la fois sur le set d'entraînement et de set de validation. Donc tout à gauche, on est dans le cas d'un modèle avec un biais assez fort et une faible variance. Donc on obtient grosso modo au cours de l'entraînement les mêmes valeurs de fit sur ces deux courbes. Par contre, on peut voir qu'elle reste assez haute, c'est-à-dire que l'erreur finalement de fit est assez haute durant l'entraînement. Ça signifie souvent que nos modèles sont trop simples et on peut donc améliorer ça et obtenir de meilleures performances. Au milieu, finalement, on a un profil assez typique d'un entraînement qui se déroule bien, c'est-à-dire que nos deux courbes d'erreur ont globalement le même comportement et descendent de manière assez, comment dire, monotone vers des valeurs assez basses, proches de zéro. Donc ça se passe bien. À droite, par contre, on a un cas pathologique qui correspond finalement à un faible biais, mais à une très forte variance, c'est-à-dire qu'on observe de grosses divergences entre les profils de ces deux courbes. Donc sur le set d'entraînement, bah, tout se passe bien, on descend vers des comportements attendus. Par contre, sur le set de validation, on voit qu'on commence à descendre, puis la courbe finalement diverge complètement, puisque l'erreur augmente même sur le set de validation, ce qui en général est toujours lève toujours une alarme hein, quand on développe un modèle. C'est un signe vraiment fort, quelque chose qui se passe pas bien, et dans ce cas-là, on parle souvent d'overfitting ou de surentraînement. C'est-à-dire que le modèle finalement apprend juste à représenter les données du set de train et se généralise extrêmement mal à des nouvelles données, quoi. Donc finalement, le profil de ces courbes, qu'on peut facilement obtenir hein, durant l'entraînement, ça fait partie un peu de la toolbox de tous les data scientists, nous donne beaucoup d'infos pour quantifier et contrôler la présence de biais et de variance dans nos modèles. Alors on va passer maintenant au deuxième type de biais, c'est-à-dire celui issu des données, et notamment de l'échantillonnage de ces données qu'on utilise pour notre analyse. Finalement, la manière la plus simple et concise de décrire ce biais, c'est une représentativité non suffisante de la population pour le phénomène utilisé. Ça peut paraître un peu trivial en premier abord, mais en pratique, c'est assez compliqué hein, d'obtenir des échantillons vraiment représentatifs d'une population en général. Il faut aussi faire attention et s'assurer que ben, le dataset, bien sûr, capture le phénomène qu'on essaie d'étudier, mais vous serez surpris. Et donc, par exemple, durant le développement de Keros, on a dû faire très attention à la migration du ménisque latéral, hein. C'est des choses qui ont des prévalences assez faibles, donc il faut mettre un peu en place des mécanismes dédiés pour être sûr qu'on fait des calculs sur des choses qui ont du sens et pas sur des pouillèmes de population, quoi. Plus globalement, en fait, si un groupe de population n'est pas suffisamment représenté, on peut s'attendre à ce que l'algorithme applique sur ce groupe un comportement moyen sans se soucier de sa spécificité, hein. Donc c'est un peu ce que j'essaie de représenter là avec le schéma avec deux sous-groupes dans une population minoritaire. Et en fait, si on observe les courbes d'erreur, on aurait des profils différenciés qui apparaissent peut-être pas forcément si on regarde les résultats au niveau de la population complète. Alors ce biais de représentativité, il peut être observé dans des outils relativement quotidiens. Une petite expérience assez révélatrice hein, réalisée avec Google Translate, c'est de faire des allers-retours de traduction entre un langage genré, ici l'anglais, et un langage neutre que j'ai choisi comme étant le finnois, même si je ne parle pas du tout finnois. Si vous faites des allers-retours de traduction, vous pouvez en fait voir des choses assez surprenantes. Par exemple ici j'ai mis quelques phrases un peu pièges qui pour lesquels j'ai encadré les pronoms personnels et on peut voir les changements de pronoms personnels correspondant à nos différentes phrases. Et donc finalement, ce type d'outil qui est assez simple fait ressortir des vrais biais hein, présents dans les données. Donc là, en l'occurrence, c'est un biais de genre dû au rôle associé traditionnel aux femmes ou aux hommes dans les corpus de texte qui sont utilisés pour entraîner ces algos. Donc on voit bien que conduire une voiture, c'est plutôt associé à des profils masculins, faire la lessive, plutôt les profils féminins. On retrouve bien en fait les biais de société, quoi. Donc Google a mis en place une sorte de plâtre hein, pour éviter ça, mais si vous voulez le tester vous-même, soyez sûr juste de mettre plusieurs phrases à la suite, comme ça, c'est suffisant pour le tromper en général. Alors au tout début de cette présentation, j'ai mentionné que la grande majorité des datasets utilisés étaient en général biaisés. Ça peut sembler assez fort hein, comme déclaration, mais il y a un papier assez récent hein, de 2020
C'est un groupe du département de biologie engineering de Stanford qui s'est intéressé à la question. Donc finalement, ils ont réalisé une méta-analyse d'articles traitant de modèles de deep learning pour le diagnostic dans le domaine médical. Et à partir de critères de transparence de l'information ou de niveau de détail fourni au lecteur, ils ont finalement sélectionné 56 papiers de ces 5 dernières années. Ce qui est assez frappant dans leur étude, c'est qu'au sein de ces 56 articles, on a à peu près 70% des patients qui sont issus de seulement 3 États américains sur le 50 au total. On a même 60% de ces études qui ne se basent que sur ces 3 États. Donc forcément, les 3 États qui ressortent, hein, on les a ici, c'est New York, Massachusetts et la Californie. Donc on retrouve les États avec les gros centres universitaires, hein, c'est un peu normal, mais c'est assez alarmant, entre guillemets, de voir que dans cette liste, finalement, il y a 34 États sur les 50 qui ne sont pas du tout représentés. Or, la géographie, finalement, ça corrèle avec des centaines de choses, que ce soit le mode de vie, l'exposition à la pollution, etc. Donc on voit bien que ça pose de vrais problèmes si un jour il s'agit de faire des décisions de politique de santé sur ces outils, au moins partiellement, il y a un vrai problème de représentativité qui se pose. Alors on arrive au dernier type de biais discuté dans cette présentation. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent un biais qui résulte de plusieurs phénomènes indirects dans les données ou dans les modèles et auxquels on ne va pas forcément penser en amont. On révèle souvent la présence de ce biais assez tard, hein, dans la chaîne de production, des fois même une fois qu'il est déployé chez les cliniciens. Et donc ça demande une vraie coopération et une boucle de feedback assez forte, hein, entre les développeurs de cet outil et ses utilisateurs. Euh, donc dans mes recherches de littérature récente, je suis tombé sur ce papier que je trouve assez intéressant, qui rentre un peu plus dans les détails techniques et pratiques du biais appliqué au diagnostic médical par l'IA. Notamment, il propose un exemple assez didactique dont je vais présenter les idées principales. Le papier suit en fait un autre travail conjoint entre une équipe du MIT et la Chess Research Foundation à Pune en Inde. Donc il y a de vrais enjeux, hein, pour les pays émergents ou en développement, pour l'utilisation de l'IA, pour pallier un peu à des manques de personnel ou de moyens, hein, surtout dans les communautés rurales où les gens improvisent souvent avec les moyens du bord, malheureusement. Donc le papier consistait à construire un outil d'aide au diagnostic pour un certain nombre de maladies pulmonaires, telles que l'asthme ou les bronchopneumopathies, qui représentent finalement la deuxième cause de décès, ces bronchopneumopathies dues aux maladies pulmonaires dans la région. Pour cela, ils ont recruté à peu près 300 sujets avec une assez bonne répartition des différentes pathologies. Par contre, dès le début, les auteurs mettent en avant un biais assez fort de recrutement envers les hommes plutôt que les femmes. Donc ça rejoint un peu l'idée, hein, que j'ai exposée tout à l'heure. Donc les données utilisées en input pour prendre des décisions étaient finalement assez simples. C'était une série de questions sur les antécédents médicaux, les symptômes actuels et des mesures obtenues par débitmètre. Et le type de modèle utilisé devait à la fois être simple et interprétable. Ils sont donc partis sur une régression logistique qui est tout simplement le penchant de la régression linéaire, mais pour des problèmes de classification. Finalement, les valeurs de sortie du modèle de régression sont encouragées à être proches de valeurs entières correspondant à nos différentes classes ou nos différentes pathologies. Alors, je vais surtout me concentrer sur le modèle de bronchopneumopathie ici, qui était pas trop mal puisque les valeurs d'AUC étaient autour de 0,9. Ils ont lancé une série d'expériences en fait pour voir les biais éventuels de ce modèle. Donc le premier acte de recherche a été le sexe, qui est un coupable assez classique. Pour cela, ils ont créé plusieurs versions du dataset. Donc on retrouve un peu ce que je disais avant pour la détection du biais ou de la variance du côté data science. C'est une technique assez classique, hein, diviser le dataset, faire plusieurs versions du dataset avec des proportions de patients différentes. Donc là, ils ont fait des proportions d'hommes entre 12 et 90%. Et donc, il rapporte à droite les valeurs d'AUC en fonction de cette proportion d'hommes. Et donc, on ne voit pas de grosses variations en fonction de cette proportion d'hommes, ce qui est un peu rassurant. Par contre, on note tout de suite, si on compare la courbe orange et la courbe verte, une perte de performance pour les hommes par rapport aux femmes. Donc, premier indice.
Et ils ont réalisé la même analyse, mais sur le milieu socio-économique, qui est aussi un autre coupable, un autre suspect. Pour cela, rebelote, hein, on fait la même chose, on crée plusieurs versions du dataset avec des proportions variables de patients issus de milieux socio-économiques assez élevés. Et donc pareil, on peut tracer notre AUC en fonction de cette proportion. Là encore, pas d'énormes variations d'AUC en fonction de cette proportion. Par contre, on voit bien, encore une fois, en comparant la courbe verte et la courbe orange, que le modèle est moins bon sur les gens issus de milieux dits modestes. Donc finalement, à travers cette analyse sur laquelle je suis passé très très vite, on a sur deux axes assez simples, on observe des performances différentes en fonction de deux sous-groupes de population. Ces différences, elles n'ont pas l'air d'être affectées par la prévalence de ces sous-groupes, ce qui peut être un peu surprenant, hein, c'est pas forcément la situation qu'on voit habituellement. Mais c'est sûrement un indice qu'il faut commencer à chercher un autre facteur responsable de ces différences autre part. Alors du coup, on doit trouver quelque chose qui a l'air d'affecter plus les hommes que les femmes, et en général plus les gens issus de milieux modestes que les gens issus de catégories sociales aisées. Ce facteur, idéalement, doit aussi être en lien avec la santé pulmonaire, hein, au sein d'une population. Donc je vous laisse quelques secondes, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà la réponse. Et alors, sans surprise, après une analyse plus fine des résultats des questionnaires, et notamment les facteurs d'importance de l'analyse de régression logistique, un coupable est très vite ressorti, et c'est la consommation de tabac. Donc on indique ici les distributions de fumeurs en fonction du sexe à gauche et de la catégorie socio-économique à droite. Donc on voit que chez les hommes, on est presque à parité, alors que chez les femmes, on est à 0% de fumeurs. Ensuite, à droite, on a tout d'abord On voit que chez les gens issus d'un milieu assez aisé, on a une proportion assez faible de fumeurs, alors que pour les gens issus de milieux plus modestes, on tourne autour de 40%. Alors pour certains d'entre vous, et donc on voit, enfin, l'argument finalement dans ce papier, c'est que la consommation de tabac est un facteur un peu indirect qui explique ces différences de performance entre nos différents sous-groupes. Donc certains d'entre vous vont sûrement me dire, bah oui, c'est évident, mais disons que ce que j'aime bien dans ce papier, c'est qu'il illustre au moins le processus de comment on peut parfois identifier des facteurs indirects, mais qui sont peut-être pas forcément indirects, mais qui sont en tout cas pas forcément pris en compte de manière explicite dans l'analyse, et qui peuvent expliquer ensuite des biais en sortie de modèle. Là, par exemple, on a envie de vraiment sortir un peu la consommation de tabac et de faire des modèles spécifiques en fonction des fumeurs ou non. Alors, on peut voir aussi des exemples un petit peu plus subtils. Si on prend le cas de cette étude qui date de 2018, qui était finalement une des premières études à assez grande échelle des modèles de deep learning pour la détection de pathologies dans l'IRM du genou. Les auteurs y construisent deux modèles de détection de lésions médiscales et du LCA, tous les deux avec des performances assez fortes, hein. Pour le LCA, on est autour de 0,95 d'AUC. Et alors, une critique mise en avant par les auteurs a surgi lorsqu'ils ont essayé d'analyser l'explicabilité des décisions de l'algo de LCA, donc on représente par exemple ici. Et on voit par exemple que la heatmap d'explicabilité est centrée sur un gros épanchement articulaire. Donc là, effectivement, c'est un signe que le radiologue va regarder lors de son examen du genou. C'est souvent aussi un signe qui indique qu'il y a quelque chose qui se passe dans le genou. Mais disons que pour un modèle de détection de lésion du LCA, on aurait bien aimé avoir une heatmap centrée sur le LCA, quoi. Donc on voit le rôle, par exemple, que peut jouer l'explicabilité, hein, on vous a parlé mon collègue lors de la dernière session, euh, pour comment dire, l'identification et le contrôle des biais des algos. Alors comme promis en début de présentation, on va maintenant passer, donc j'ai passé pas mal de temps à critiquer le biais des algos d'IA. Maintenant je vais passer un peu de temps pour présenter les biais des cliniciens lors de leur interaction avec ces algos d'IA. Donc je vais présenter les résultats d'un papier assez récent dont j'ai mis les références ici en bas à gauche, pour lequel les auteurs ont recruté 256 cliniciens qu'ils ont séparés en deux groupes. Donc d'un côté les radiologues qui seront considérés comme les experts pour la tâche à effectuer, et de l'autre les médecins urgentistes considérés comme non experts. Et la tâche consistait à la lecture de 8 examens de radio du thorax avec une petite subtilité qui était la présence d'indications pour aider le clinicien à réaliser son examen. Et donc cette indication pouvait être soit correcte, soit erronée. Et on indiquait aussi sa provenance comme soit venant d'un algo d'IA ou d'un collègue humain.
Alors, en pratique, chaque participant devait donc ouvrir les examens, lire l'indication qui prenait un peu cette forme-là, avec une provenance supposée soit d'un humain, soit d'une IA, alors qu'en fait toutes les indications étaient fournies par un humain, et faire deux choses, donc les participants devaient faire deux choses, assigner un score de justesse à cette indication, et produire un diagnostic final qui lui était propre, quoi. Donc le but de l'étude est double. D'une part, elle permettra de quantifier la perception de la qualité d'une indication donnée en fonction de sa supposée provenance. Et d'autre part, il s'agissait aussi de mesurer l'impact de ces indications qui pouvaient en fait être fausses. Donc voir quel était l'impact de fausses indications sur les décisions d'un clinicien. Alors, pour répondre finalement à la première question, on peut regarder ce graphique, qui est un peu le graphique clair du papier. Ici, on donne les distributions des scores assignés par les cliniciens en fonction donc, de si l'indication était correcte ou non. Donc bleu correct, rouge incorrect. Ici pour les radiologues et ici pour les médecins urgentistes. Donc on voit que les radiologues font un peu un meilleur job à qualifier comme incorrect les indications qui sont vraiment incorrectes par rapport aux médecins urgentistes. Et alors le graphique qui m'intéresse moi vraiment, c'est en fonction de la provenance supposée, donc en vert l'IA et en orange humaine, alors qu'en fait toutes les indications venaient d'humains, mais en fonction de leur provenance supposée, on voit les scores de qualité assignés soit par les radiologues, soit par les non-experts. Et ce qui est marrant, c'est que pour les non-experts, il n'y a pas de différence dans les scores assignés. Par contre, pour les radiologues, donc les experts, on a une vraie différence significative avec des scores plus bas assignés aux indications venant d'IA, même si ces indications ne venaient pas d'IA. Donc c'est vraiment marrant de voir un peu le comportement de l'expert face à des indications venant d'Algo. Ça met en place ça met comment dire, en exergue finalement le biais de l'expert par rapport à ces outils. Donc la deuxième partie de l'étude s'intéressait à l'impact sur les performances de la véracité ou non de ces indications. Et donc ici, on voit comment dire, les performances des différents cliniciens en fonction de la véracité ou non des indications. Et on voit que pour les deux groupes, finalement, on a une grosse perte de performance avec des indications erronées. Par contre, sur cet aspect-là, on ne voit pas de différence si l'indication vient d'une IA ou d'un humain. Donc on voit vraiment l'impact, quand je vois ça en tant que data scientist, je me dis, donner des mauvaises indications, ça a un vrai impact sur la décision finale des cliniciens. Donc je pense que c'est important de produire des solutions qui sont à la fois interprétables pour le clinicien, qui puisse lui-même juger de la véracité ou non de la sortie de l'algo, mais aussi des solutions qui prennent en compte leur propre finalement notion de doute, parce que c'est très important de ne pas introduire de biais finalement de diagnostic pour l'utilisateur. Donc finalement, les quelques points à retenir, c'est que le biais, il y en a à peu près partout hein, dans les solutions d'IA, à tous les niveaux. On parle souvent de cascade ou de domino de biais. Ces biais interagissent souvent entre eux de manière complexe, donc il faut faire très attention. Hein, ça doit vraiment être étudié avant, pendant et après déploiement. Ça peut avoir des conséquences forcément très néfastes, donc il faut faire très attention. Heureusement, les gens en parlent de plus en plus dans la littérature ou la scientifique ou la presse générale, et c'est un problème très actif et à titre personnel, je trouve très intéressant dans le domaine du machine learning et du deep learning. Donc si on peut pas comment dire, le supprimer, est-ce qu'on peut au moins le mitiger? Alors oui, je pense avec des modèles d'IA de plus en plus interprétables, hein, comme vous en a parlé mon collègue lors de la dernière session. Il y a aussi un vrai besoin de formation à la fois du côté ingénieur, mais aussi des utilisateurs cliniciens. Il faut faire des analyses pendant le développement de ces outils. Idéalement, il faudrait valider de manière externe sur plusieurs jeux de validation externe toute solution d'IA. Et enfin, il faut se rappeler que l'IA, c'est juste là pour fournir comment dire, des informations supplémentaires au clinicien pour prendre sa décision, mais la décision finale, ça revient, c'est vraiment le clinicien, c'est à lui de la produire, et c'est pas à l'IA de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Donc, j'ai quelques questions à te poser et n'hésitez pas à rajouter quelques questions si vous l'avez dans le chat. Donc, la première question que j'ai
pour toi, c'est lié au CE marking. Donc, je me demandais si effectivement il y a des contraintes spécifiques qu'il faut, au niveau réglementaire, qu'il faut suivre pour démontrer que la solution finalement est acceptable au niveau des marketing. Oui. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je Oui, très bien, jongle. merci Oui, c'est bon. beaucoup. D'accord. Alors, pour l'instant, à ma connaissance, avec les anciennes directives pour le marquage CE, les consignes étaient assez peu contraignantes, c'est-à-dire que Ouais. c'était surtout à la charge comment dire, des entreprises qui développent ce genre de solutions de montrer par leurs critères un peu propres que l'algo n'avait pas de biais. Donc, par exemple, au sein d'Incepton, on fait souvent des analyses par sous-groupe, que ce soit de machines, d'âge, sexe, poids. Par contre, avec les nouvelles directives de marquage CE, j'espère que ce sera un peu, comment dire, ces régulations seront un peu musclées, puisque c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de choses très, très contraignantes. Je pense que les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ouais, tout à fait. Et je pense que par rapport à la nouvelle directive, euh, on va avoir une différence entre les données rétrospectives qu'on collecte pour le développement de l'application et toutes les informations post-marketing. Donc, c'est-à-dire une fois que l'algorithme est implémenté dans le workflow clinique, effectivement, là, il faut quand même monter des dossiers qui montrent qu'il n'y a pas des implications néfastes pour les patients. Et ça m'amène à la deuxième question, c'est et comme utilisateur, par exemple, d'une application IA ou Keros, dans les cas, par exemple, des 3R, comme nous, comme utilisateur, on peut vous aider euh, à identifier les biais et à vous donner un retour pour améliorer l'application. Bah, comment dire, le circuit le plus simple pour ça, finalement, c'est la discussion et les feedbacks qui entre les. C'est assez simple. Enfin, finalement, au final, c'est assez simple, je dis, mais c'est vraiment il faut qu'il y ait un gros effort de communication entre les développeurs et les utilisateurs de l'outil. Mhm. Surtout que l'utilisateur est souvent l'expert, c'est celui qui est comment, le plus de cartes en main pour relever ses biais lors de son utilisation. Et Mhm. c'est vraiment ça, la notion de feedback est hyper importante dans le développement de ce genre d'outils. Et par exemple, quand vous avez développé Kairos, vous avez identifié des biais particuliers, vous avez eu un retour des utilisateurs au moment de développement qui va vous aider ou guider. C'est quoi les biais les plus importants que vous avez identifiés? Oui, ouais, bien sûr. Alors, c'est un travail qu'on essaye de faire, notamment les retours sur les performances des différents items analysés par Keros. Mais il y a même des biais qu'on a été capable, au cours du développement de Keros, certains biais qu'on a été capable d'identifier nous-mêmes, notamment pour les premières versions des modèles de détection de chondropathie. On s'est assez vite rendu compte que l'algo, finalement, implicitement encodait le fait que les gens plus jeunes avaient tendance à avoir moins de problèmes de cartilage, alors que les gens plus vieux avaient des prévalences plus élevées. Et donc, l'algo avait implicitement encodé cette information en ayant des gros taux des taux de faux négatifs assez élevés pour les jeunes et des taux de faux positifs très élevés pour Mhm. les vieux. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention et qu'on a corrigé ensuite. Là, Mhm. on a eu un peu le luxe, entre guillemets, de collecter des nouvelles données bien ciblées, donc des jeunes avec des pathologies et des gens plus vieux avec des cartilages très sains. Voilà, donc c'était la solution la plus basique, mais comme quoi ces biais peuvent aussi être identifiés en amont, et il faut faire Mhm. attention. Ouais. Et si on pense au type de modèle que vous avez présenté, donc la différence, vous avez bien présenté la différence entre les courbes du modèle pour les biais et pour la variance. Mhm. Est-ce que quand vous faites une fit de ces modèles-là, je dois dire, quand vous prendrez en considération la différence entre les différents biais pour trouver une courbe qui tient compte de deux, de la variance et du biais? Donc, est-ce qu'il y a, je dirais, des biais qui sont plus importants des autres? Et c'est oui, comment aller à les identifier? Donc, au moment du développement du modèle,
Vous voulez dire comment, au niveau du développement du modèle, donc comment pondérer un peu les différents biais Oui, qui peuvent apparaître? ouais, Alors, au niveau du développement du modèle, c'est assez limité, en tout cas au début. C'est surtout ces histoires de biais, variance de modèles que l'on peut contrôler. oui. Par contre, en sortie de développement du modèle, lorsqu'on passe par exemple, à l'évaluation de ce modèle, tout de suite, on peut faire par exemple, des statistiques par sous-groupe Oui. pour vérifier par exemple, les performances sur nos différents sous-groupes, pour éventuellement là, identifier des biais qui viennent de l'échantillonnage ou tout simplement du Mhm. modèle. Mais pendant le processus d'entraînement, on se concentre surtout sur le biais du modèle et sa Oui, variance. exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est après qu'effectivement, vous allez éventuellement enrichir Alors, par contre, les données, comment dire, une loupe. c'est une loupe de feedback, Ouais. c'est-à-dire que si en sortie de modèle, on identifie un biais, on peut ensuite refaire un entraînement spécifique. Par exemple, si on voit qu'on fait une erreur sur un sous-groupe bien identifié de population, faire en sorte de pénaliser plus les erreurs sur ce sous-groupe lors d'un nouvel entraînement de modèle. Comme ça, on peut Mhm. corriger. Cette fois-ci, on corrige le biais lors d'un entraînement de modèle, mais c'est un biais qui est identifié plutôt à l'étape Mhm. d'évaluation. Et si on pense à les liens entre, parce que souvent, je dirais, l'aspect du performance de cet outil est montré en termes de sensitivity, specificity ou AUC, donc Area Under the ROC Curve. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ces paramètres-là et les biais? C'est-à-dire, est-ce que si on a, donc on peut avoir un outil qui a une AUC très haut, effectivement, mais, euh, mais effectivement, il a cette valeur sur cette population où il était testé. Est-ce que c'est possible d'un côté je pense à la confiance que les gens ils ont sur cet outil. Et tu as donné un très bel exemple, celui-là du Risk Assessment Tools pour the US Judicial System. Et je pense, si on s'introduit ça dans l'application de la santé, est-ce que moi, comme patient, je peux faire confiance à une publication qui me dit, ben oui, on a une sensitivité et spécificité de 90%. Est-ce que je peux être sûr qu'il n'y a pas de bias et qu'effectivement, bon, les bias, il y a tout le temps, des biais, je dirais, mais est-ce qu'on peut arriver à un lien entre les deux? Est-ce qu'une application qui a un AEC de 90%, c'est déjà un indice que quand même les biais ne sont pas trop? Ou est-ce que les deux choses sont complètement corrélées? Je ne sais pas si j'étais claire, j'ai Si, un si, petit si, peu à peu près. tourné. Alors pour ce qui est de l'AUC, donc effectivement, c'est une métrique assez utilisée. Il faut juste faire attention. Il y a tout un tas de métriques comme ça qu'il faut analyser un peu avec. Il faut prendre un peu des pincettes, notamment l'AUC, par exemple, est assez influencé par la prévalence Ouais, de la pathologie étudiée. Donc, pour des pathologies avec des prévalences très faibles, on peut par exemple avoir des valeurs d'AUC qui paraissent très élevées, donc de 0,95 ouais, en amont, mais en fait qui se traduisent par des performances une fois en production qui sont un peu différentes. Donc il y a ouais, ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Un autre critère, donc, alors que la sensibilité et spécificité sont en général, enfin, sont moins dépendantes, on dit même indépendantes dans le meilleur des cas de la prévalence. Alors après, quand on me présente, par exemple, chaque fois que je lis des articles qui me présentent des performances pour tel ou tel modèle, j'aime bien avoir plusieurs métriques et notamment un des facteurs clés, c'est quelle est la population d'analyse, en fait, la taille de la ouais, population et sa ouais. distribution. Ça, c'est vraiment, en général, une règle basique, c'est que si la population est assez grande et assez représentative, Varié. entre Ouais, guillemets, on peut commencer à faire confiance aux stats modèle. quantitatifs que sont la UC, sensibilité, spécificité. Il faut toujours les prendre avec des pincettes, il y a toujours des Ouais, cofacteurs à prendre en compte. ouais. Et je lis aussi une question ici de Frédéric, je vais la lire. Quel est votre avis sur le passage d'un système expert en première intention pour ensuite implémenter du machine learning avec algorithme de reinforcement? C'est là pour diminuer et expliquer les biais. Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend vraiment malheureusement, j'ai une réponse un peu de normand, comme on dit en France, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre
de la qualité du système expert et de la problématique liée. Si c'est une problématique qui peut être très expertisée dans le sens où, avec quelques règles assez simples, on arrive à obtenir des très bonnes performances, bah oui, je pense que ça peut avoir un vrai rôle à jouer. Après, dès que ça devient des choses plus complexes et plus subtiles, là, c'est très dur de quantifier ça d'avance. Il faut voir. Ouais. Ok, très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a des autres questions pour Pascal. Oui, donc Serge, il nous demande, est-il possible d'envisager l'utilisation de différents modèles ainsi que permettre d'optimiser les biais variance en fonction de la distribution pour soustraction? Ouais, alors ça, c'est même un concept, c'est un concept même assez puissant et beaucoup utilisé en machine learning, l'utilisation de plusieurs modèles, notamment il y a des résultats théoriques même qui montrent que l'utilisation de plusieurs estimateurs qu'on dit décorrélés a tendance en général à améliorer les performances et à faire réduire les variances de nos performances. Donc, c'est notamment utilisé, je pense que Roberto Ardon a dû vous en parler pendant le dernier cours, où pour l'explicabilité des algorithmes, on a souvent tendance à… Alors là, c'est plutôt à générer différentes versions d'une même image pour voir un peu les différences de décision de l'algorithme et du coup en sortir un peu les zones de l'image qui sont importantes pour l'algo. Mais on peut faire la même chose avec différents algorithmes sur la même image et calculer un peu la dispersion des différents scores des différents algorithmes. Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Donc, je pense qu'on a plus de questions. J'attends peut-être encore quelques secondes si quelqu'un veut poster encore une dernière question pour Pascal. Non, je pense qu'on y est. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Merci à Pascal, vous. pour ta présentation et je vous souhaite une très belle journée. Merci Allez, bonne beaucoup. journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.